Titre Les limites de la justice. 1. L'Ascension naît à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus luxueux de Paris. Alexandre Moreau est l'enfant d'une famille riche. Son père est un investisseur prospère et sa mère une collectionneuse d'art. Dès son plus jeune âge, il apprend les concepts de richesse et de pouvoir. Tout au long de sa vie, il a cru qu'il n'y avait aucun problème que l'argent ne pouvait résoudre. Lorsqu'il entre dans le monde des affaires, il connaît une ascension rapide dans le secteur financier grâce à son esprit vif et à ses tactiques impitoyables. Le fonds Moreau d'assurance financière prétendait offrir aux petites entreprises et aux familles de la classe moyenne un investissement sûr. Les gens comptent sur elles pour garantir leur retraite, l'éducation de leurs enfants et leur avenir. En réalité, le système de Moreau n'était rien d'autre qu'un système pyramidal. Il a dépensé l'argent investi dans son fonds pour acheter des voitures de luxe, des jets privés et des demeures en bord de mer, se vantant auprès des médias de ses gains en tant qu'investisseur de génie. Il dînait dans les restaurants les plus chers de Paris et ridiculisait les petits investisseurs lors de ses réunions par ses remarques insultantes. Mais derrière le glamour, une ombre grandissait. Lorsque le fonds devient insolvable et que les investisseurs réclament le remboursement de leur argent, Moreau est sur le point de connaître une fin inéluctable. Deuxième face à la justice. Le jour du procès, la salle d'audience du palais de justice, l'un des tribunaux les plus fréquentés de Paris, est pleine à craquer. Il y a des centaines de victimes qui ont perdu leur maison, leurs économies et leur avenir. La presse suit ce procès historique du système judiciaire français. Alexandre Moreau, qui est entré par la porte de l'accusé, était aussi détendu et arrogant que s'il assistait à une cérémonie de remise de prix et non à un procès. Il est vêtu d'un costume bleu marine sur mesure et arbore le sourire condescendant qu'on lui connaît. Il croyait encore que l'argent pouvait ouvrir n'importe quelle porte. En revanche, le juge assis sur le banc du tribunal n'est pas une figure familière. La juge Noémie Diarra, noire, autoritaire, disciplinée, elle est l'un des juges les plus brillants de France. L'histoire de Noémie est très différente de celle de Moreau. Son père était un immigré sénégalais et sa mère était infirmière dans la banlieue parisienne. Victime de discrimination dès son plus jeune âge, elle a réussi, grâce à sa persévérance et à son travail acharné, à étudier le droit à la Sorbonne. Il a gravi les échelons du système judiciaire français pour devenir l'un des juges les plus respectés du pays. L'huissier de justice annonce bruyamment « L'honorable juge Noémie Diarra est là, levez-vous ». Toute la salle se lève, tout le monde sauf Alexandre Moreau. Le juge Diarra fixe son regard sur l'accusé. « Monsieur Moreau, vous ne savez pas que vous devez vous lever ?» Moreau sourit légèrement et secoue la tête de gauche à droite. « Les gens comme moi ne respectent pas les gens comme vous, » dit-il, la voix pleine de sarcasme. Les chuchotements s'intensifient dans la salle d'audience. Le regard du juge Diarra s'aiguise. Cependant, réprimant sa colère, il parle lentement. « Monsieur Moreau, nous ne sommes pas dans un de vos hôtels particuliers. C'est un lieu de justice française. Et ici, tout le monde est égal. » Troisième, une défense astucieuse et un juge qui relève l'incohérence. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, les avocats d'Hugo de Moreau mettent au point une défense astucieuse. Ils soutiennent que Moreau n'est pas coupable et que les investisseurs ont pris les mauvaises décisions et perdu leur argent. L'avocat de la défense se présente à la barre. « Votre honneur, mon client est un homme d'affaires connu comme un génie de la finance. Sa vie de luxe provient non seulement du fonds d'assurance financière Moreau, mais aussi de divers investissements légitimes. Il a investi dans l'immobilier à Paris et a apporté d'importantes contributions au secteur de l'énergie. Des gens ont subi des pertes en raison des fluctuations naturelles du marché, mais ce n'est pas la faute de Moreau. » Le juge Diarra a plissé les yeux et écouté attentivement. « Alors, monsieur Moreau, pouvez-vous fournir à la Cour des documents relatifs à ces investissements immobiliers et à vos parts dans le secteur de l'énergie ?» Monsieur Moreau s'est confortablement installé dans son fauteuil. « Votre honneur, ces investissements sont basés sur des accords privés et confidentiels. Mais c'est bien là la source de ma richesse. »
Un léger sourire se dessine sur le visage du procureur. Dans ce cas, pourriez-vous présenter les relevés bancaires au tribunal ? Si vous n'avez pas touché à vos fonds, vous pouvez montrer les revenus de vos autres investissements. Moreau tousse légèrement. Mes relevés bancaires sont une propriété privée, madame le procureur. Tout homme d'affaires a des secrets de fabrication. Le juge Diarra examine les documents qu'il a sous les yeux et remarque une anomalie. Aucun des investissements revendiqués par Moreau n'existait lorsque le fonds s'est effondré. Le juge Diarra a déclaré « Monsieur Moreau, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Vous dites que vous avez soi-disant effectué ces investissements importants 2 mois seulement avant que votre fonds ne s'effondre. Or, les documents financiers en ma possession montrent qu'au cours de la même période, d'importantes sommes d'argent ont été retirées de vos comptes. Si cette richesse provenait d'autres investissements, pourquoi a-t-elle été retirée juste avant que le fonds ne coule ? Le silence dans la salle se fait pesant. Pour la première fois, Moreau se crispe légèrement. « Je crois qu'il y a un malentendu, marmonne-t-il. Le juge Diarra secoue la tête de gauche à droite. Malentendu ou manipulation délibérée ? Un murmure s'élève dans la salle d'audience. La défense de Moreau commence à s'effondrer. Le juge Diarra dévoile ses mensonges les uns après les autres. 4e jugement et conclusion. Lorsque le jour du procès arrive, la salle d'audience retient son souffle. La presse, les victimes et le public attendent que justice soit rendue. La voix du juge Diarra porte une certitude inébranlable lorsqu'il annonce son verdict. « Monsieur Moreau, vous êtes coupable de fraude, de blanchiment d'argent et d'obstruction à la justice. Je vous condamne à 30 ans de prison et j'ordonne que tous vos biens soient distribués aux victimes. » Un silence s'installe dans la salle d'audience, suivi de chuchotements et de larmes parmi les victimes. Le visage de Moreau pâlit. Pour la première fois, il réalise qu'il a perdu le contrôle. Il se lève d'un bond, tremblant de rage. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, je suis Alexandre Moreau. » Le juge Diarra répond sans sourciller. « Peu importe qui est qui ici, monsieur Moreau. La seule chose qui compte ici, c'est la justice. » Moreau criait et menaçait alors qu'il était emmené par les fonctionnaires du tribunal. Mais plus personne ne fait attention à lui. Pour lui, des années de glamour, d'arrogance et de sentiment d'impunité ont pris fin en quelques minutes avec un jugement définitif. À l'extérieur, les victimes s'étreignent en larmes en réalisant que justice a été rendue. La presse se précipite pour rapporter les nouvelles d'une journée historique. Mais surtout, la confiance du public dans la justice a été restaurée. Le juge Diarra respire profondément en regardant la salle d'audience se vider peu à peu. Une nouvelle bataille a été gagnée. Mais il ne se contentera pas de cette victoire. Il continuera à se battre contre de nombreuses autres injustices. Car ce qu'il croyait était clair. La justice est plus forte que l'argent. Et il l'avait prouvé une fois de plus aujourd'hui.